Salut à tous. Petite annonce, double annonce même, avant de passer à cet épisode de Vue du banc. La première, c'est qu'avec notre partenaire PMU.fr, vous pouvez avoir droit à 2 free bets à l'inscription, en plus de l'offre de bienvenue de free bet de 10€. Pour cela, n'oubliez pas d'inscrire le code VDB au moment de vous inscrire sur PMU.fr et vous serez ainsi crédité de 2 free bets de 10€ en plus de l'offre de bienvenue. Et aussi, évidemment, autre code promotionnel en ce moment qui fonctionne, c'est sur coparena.com, l'application où vous pouvez retrouver les articles de Christophe, Raphaël et moi-même pendant toute la durée de l'Euro. Votre premier mois d'abonnement est offert sur Coparena avec le code COPAVDBEURO, COPAVDBEURO. Analyse des matchs de l'équipe de France et de plein d'autres choses encore, en plus de formats audio exclusifs. Tout ça, c'est sur Coparena, l'application qui vous sert le football en profondeur. Mais tout de suite, c'est Vue du banc. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le 21e épisode de la saison 8 de Vue du banc. On se retrouve dans cet épisode pour parler de 2 quarts de finale des 2 derniers, la victoire 4-0 de l'Angleterre contre l'Ukraine et la victoire 2-1 du Danemark contre la République tchèque. Je suis accompagné des 2 tauliers habituels, d'abord de Christophe Kuchli. Salut Christophe. Salut Raphaël. Qui porte son maillot de la République tchèque et une casquette de la Slovaquie. Donc il cherche à réunifier ces 2 pays. De l'autre côté, Florent Tonuti. Salut Flo. Salut Raphaël. Qui n'a pas de maillot de sélection, qui a une petite chemise à carreaux, par-dessus un t-shirt moutarde, donc ça lui va très très bien. Les 2 matchs, donc on va commencer par Ukraine-Angleterre, la victoire 4-0 des Anglais avec but d'Harry Kane, d'Harry Maguire, de encore Harry Kane à la 50e, et Jordan Henderson qui était entré et qui marque sur corner. Alors c'est un match sur lequel tu avais parié sur un plus petit nombre de buts, Flo, tu étais parti sur un but je crois dans le match. Non, j'étais parti sur Angleterre gagne avec 1 ou 2 buts dans le match. Ah, 1 ou 2 buts. Voilà. Donc j'aurais dû partir sur 3 ou 4. Voilà. Il y a eu une accélération au retour de la mi-temps qui a tué ton pari. Est-ce que c'est justifié et qu'est-ce qui a changé par rapport au match que tu imaginais pour que finalement l'Angleterre finisse à 4-0 plutôt qu'à 1 ou 2? Bah, il y a déjà le fait d'ouvrir le score très tôt dans le match, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Kane marque au bout de 4 minutes de jeu, après 4 minutes où je crois que l'Angleterre a toujours la balle, quasiment, sur les premières minutes de la rencontre, et le but marqué, tu fais bon, ok, je savais déjà que le pari était quasiment mort, et en fait la rencontre s'est tellement calmée par la suite, sur le reste de la mi-temps, où tu vois des Anglais qui ont la balle, mais qui peuvent aussi la laisser tout à fait aux Ukrainiens sans forcément concéder. Donc tu te dis, peut-être que si ça se trouve, ils en mettront qu'un d'ici la fin du match. Et en fait, en début de deuxième mi-temps, il y a cette accélération où ils en mettent 2 en 5 minutes et le troisième arrive, je sais pas, un quart d'heure après, je pense. Un truc comme ça, à peu près. À la 63e, Flo. Ouais, voilà. Donc voilà, t'as une équipe d'Angleterre qui était largement supérieure à son adversaire et qui a contrôlé, parfois avec la balle sans prendre de risques, parfois sans la balle mais sans vraiment concéder beaucoup de choses, même s'il y a eu 2-3 petits mouvements côté ukrainien où techniquement ils arrivaient au moins jusqu'à la surface, mais globalement un match contrôlé de A à Z d'une équipe qui était largement supérieure à son adversaire. Et pour répondre à ton interrogation, ton hésitation, il y avait 83% de possession pour l'Angleterre au moment du but. Donc il y a dû avoir je sais pas, une dizaine de passes côté ukrainien et le reste du côté anglais. Les compositions justement côté ukrainien, Bouchan dans les buts, une défense à 3, mais ça va changer en cours de match, on pourrait y revenir, avec Matvienko, Christos et Zabarny. Une ligne de 5, Mikolenko à gauche, Karavaev à droite, et au milieu de terrain, Sidorchuk, Zinchenko, Shaparenko, Yarmolenko et Yaremchuk devant. Du côté anglais, un 4-2-3-1, exit la défense à 3 de l'Allemagne, Pickford dans les buts, une défense à 4, Walker, Stones, Maguire, Shaw, le double pivot bien connu maintenant, Phillips, Rice, Mount en 10 derrière Kane, Sancho à droite, Sterling à gauche. Christophe, est-ce que tu étais content des noms et de l'organisation choisie par Gareth Southgate qui, entre les 4 et maintenant même 5 matchs que l'équipe d'Angleterre a disputé, a finalement tâtonné et changé pas mal de choses d'un match à l'autre? J'étais pas mécontent. C'est-à-dire que par rapport à mes craintes, je trouvais que c'était pas mal. C'est-à-dire que, je suis quand même content de voir Sancho. Il y a aussi un aspect préférence, hein, évidemment, en même temps c'est le sens de ta question. Mais je veux dire, c'est pas
Il y a aussi des joueurs qui sont parfois dans le même profil que je préfère à d'autres. Mais disons je trouve que Mount apporte quand même quelque chose d'intéressant. Je préfère, alors le double pivot, je pense que dans tous les cas, restera en place, mais quitte à avoir 2 ailiers, un 9, j'aime bien que Mount soit cette espèce de numéro 10, même si encore une fois, c'est un poste assez fuyant. Alors je préférais avoir et Mount et Foden, mais qu'au moins il y en ait un des deux sur le terrain. Ça m'arrange, ça te fait là 4 joueurs à vocation offensive, alors que sur le match face à l'Allemagne, il y en avait 3. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je préfère Sancho à Saka. Sancho, dans ce style d'ailier-là, qui sont dans la percussion, qui sont pas ultra complets, je pense que c'est l'un de mes préférés. Donc du coup, j'étais content de voir Sancho sur le terrain. On va dire que globalement, vu le parti pris de Southgate depuis le début de la compétition, je trouvais ça à la fois pertinent, puisqu'il va pas non plus se renier pour me faire plaisir, et à la fois plus intéressant, un peu plus quali, te permettant de faire un petit peu plus de choses, notamment au cœur du jeu, sachant que Sterling est devenu, je pense, incontournable vu sa compète, donc du coup tu ne pouvais bouger que certains postes. Voilà, globalement oui, c'était légèrement supérieur à mes attentes, j'en entendais pas beaucoup plus de la part de l'ami Southgate, qui pour l'instant se trompe pas dans ses choix, donc il va pas m'écouter écouter mes doléances et s'amuser à faire du tiki-taka avec Mount Foden dans les demi-espaces, quoi. Et malgré les quelques changements de nom ou d'organisation, Flo, on a revu un peu les mêmes thèmes finalement qui racontent la compétition de l'Angleterre. La domination athlétique des centraux, qui a même été importante sur coup de pied arrêté offensif. Le faible nombre de tirs, parce que c'est un match qui finit à 17 tirs, dont 10 pour l'Angleterre, 7 pour l'Ukraine. Donc il y a encore un match qui ne s'est pas emballé. Ce double pivot Phillips Rice, dont on n'était pas fan au début, mais que Southgate maintient, quel que soit le système en face et le style de jeu de l'adversaire. Il y a pas eu d'un coup une énorme surprise sur la façon de jouer de l'Angleterre. Mais par contre, il y a peut-être des performances individuelles qui confirment Maguire, Sterling, ou qui rassurent, notamment Kane là par exemple, et qui ajoutent comme Sancho. C'est peut-être ça du côté plus de l'individuel qu'on va se concentrer sur ce match que du côté collectif. Oui, parce que, collectivement, il y a pas grand-chose à raconter de cette équipe, je pense. Mais c'est vrai que sur le plan de l'individualité, il y a quelque chose de très simple, c'est que sur les matchs précédents, même s'il y avait Saka, Sterling était vraiment le joueur changeant, l'accélérateur dans la moitié de terrain adverse. Et là, sur la première mi-temps notamment, il y a une action dont je me souviens, où en gros, ce que fait Sterling à gauche, sur ce match-là, Sancho l'a fait à droite, parfois. Et il y a une action notamment en première mi-temps où il démarre côté droit et il fait tout le travail en fait de fixation du bloc adverse, puisque le bloc ukrainien c'était un 5-3-2 en phase défensive qui coulissait côté ballon. Sancho dans cette densité-là ressort le ballon, ça part rapidement à gauche et ça finit sur Sterling avec des doublements de Shaw et centre devant le but que personne ne reprend. Je crois que ça passe devant le but, ça finit au deuxième poteau et c'est récupéré par un Ukrainien. Donc voilà, t'as cet ajout de Sancho qui apporte cette deuxième individualité susceptible de casser, de faire des différences parce que au-delà de ça, dans la circulation du ballon, il n'y avait pas plus de prise de risque. À la mi-temps, il y a un très beau U qui est formé par quand on regarde la passe map anglaise qui pouvait tourner sur les réseaux sociaux à la pause. C'était un très beau U et en gros, quand on a le ballon, c'est on fait tourner, on prend pas de risque jusqu'à ce que Sterling, Sancho ou un autre fasse une différence. Par contre, une fois que cette différence est faite, que ce décalage est créé, là ça va vite, c'est là que tu vois des projections, c'est là que tu vois des accompagnements d'action et c'est un peu comme ça qu'ils marquent face à l'Angleterre, face à l'Allemagne. Et là c'est comme ça qu'ils ont quelques situations aussi face à l'Ukraine. Alors, je reste avec toi, Flo, pour parler de l'organisation ukrainienne, qui démarre donc avec la défense à 3, mais qui a changé en cours de match, notamment quand Krzysztof sort. Alors, est-ce qu'il sort sur blessure, est-ce qu'il sort sur changement tactique, ou est-ce que c'est un peu des deux ? J'ai l'impression qu'en fait, Shevchenko a profité de la blessure pour changer des choses. C'est ça, oui. Oui, il a profité de la blessure pour changer en faisant rentrer Tsigankov côté gauche, en tant qu'ailier. Après, le truc, c'est que, passé ce changement, l'Ukraine a quelques séquences intéressantes avec le ballon, notamment avec les déplacements, le genre remise de Yaremchuk, des déplacements profonds de certains joueurs,
des appels en profondeur assez longs qui permettent d'embarquer un peu la défense et d'ouvrir des espaces à l'intérieur pour leur permettre de combiner. Ça permet 2-3 entrées dans la surface de réparation en fin de première mi-temps. Mais à chaque fois, t'arrivais dans la surface, il y avait quand même un gros surnombre anglais et vraiment beaucoup de difficultés pour se mettre en position de tir et avoir des occasions. Donc oui, Shevchenko, il a, pour le coup, je pense, bien réagi, parce que de toute façon, il fallait faire quelque chose, parce que sinon, en fait, en gros, avec son 5-3-2, les Anglais monopolisaient le ballon, et tu te disais, si les Anglais veulent pas la rendre, l'Ukraine la récupérera pas, quoi. C'était un petit peu réglé à ce niveau-là. Et par contre, dans l'autre sens, les Anglais pouvaient aussi laisser les Ukrainiens avec la balle, parce qu'ils étaient assez sereins. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin du match, la possession, c'est 51-49, pour l'Angleterre, mais à la mi-temps, tu vois, c'est 52-48 aussi. Il n'y a pas eu non plus une énorme possession anglaise à la manière de ce que peut faire l'Italie ou l'Espagne depuis le début du tournoi. Mais d'ailleurs, après le but anglais, après le but à la 4e minute, Christophe, il y a une séquence où l'Ukraine prend le ballon et a des séquences intéressantes. Il n'y a pas d'énormes occasions, mais ça arrive à combiner, à jouer même à l'intérieur avec leur profil assez technique, les Zinchenko, les Chaparenko. Et c'est le regret, c'est quand même de se dire que l'Ukraine aurait peut-être dû démarrer comme ça, plutôt que démarrer en laissant le ballon à l'Angleterre et voir si elle était capable de résister, avec un 5-3-2 assez bas, des pistons qui sortent pas. Moi, c'est mon petit regret sur le début de match, parce qu'ils avaient montré contre la Suède qu'ils étaient capables de prendre le contrôle d'un match. Ouais, après, je sais pas si tu peux avoir beaucoup de regrets dans un match où tu prends un but sur la première occasion au bout de 4 minutes et un autre au bout de 30 secondes en seconde période, là aussi, évidemment sur la première occasion en seconde période. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on peut sans doute refaire un petit peu le match en imaginant une composition d'équipe peut-être un petit peu plus offensive, mais c'est-à-dire que, on n'a finalement jamais eu la configuration à 0-0, donc tu sais pas trop si le score n'influence pas les intentions des deux équipes, ce qui se passe. Là, c'est entre guillemets un match faussé, quoi. Il y a toujours ce côté, une équipe à l'avantage donc peut gérer, et l'autre réfléchit entre s'exposer pour égaliser, mais ne doit pas non plus le faire trop tôt, parce qu'elle a 86 minutes pour le faire. Et je sais pas à quel point l'Ukraine finit par tenir la balle, mais l'Angleterre est à 1-0, du coup elle la rend plus facilement. Donc honnêtement, j'ai beaucoup de mal à juger les intentions ukrainiennes, mais de manière générale, cette équipe-là, je l'avais trouvée pas mauvaise sur ces 2 premiers matchs. J'avais trouvé sans doute plus intéressante que toi, avec Florent. Il y a certaines choses qu'on aimait plutôt bien. Évidemment, il y a Remchuk, mais un peu d'autres choses. Et depuis, alors c'est pas non plus une antériorité incroyable, mais depuis le match face à l'Autriche, où l'Autriche avait fait totalement exploser le milieu de terrain ukrainien, j'ai plus aucune confiance, entre guillemets, dans le potentiel de cette équipe. Et c'est-à-dire que je suis arrivé sur ce match en me disant, j'imaginais pas forcément un 4-0, mais l'Angleterre va marquer assez rapidement. Je vous avais dit, au bout d'une demi-heure, il y aura un 0, ça enterrait le match, et puis ils en mettront un deuxième, et puis ce sera terminé. Bon, finalement, ils l'ont mis encore un peu plus tôt que j'imaginais. Enfin, j'imaginais ça en étant première, mais j'imagine plus ça autour du quart d'heure par là. Et ça a encore plus poussé en seconde. Mais c'est-à-dire, je suis pas sûr que l'Ukraine ait beaucoup de vitesse supplémentaire à passer, sauf à tenter des choses. Mais là, il était pas sur la feuille. Je sais pas s'il était suspendu ou autre. Mais genre, tu mets Malinowski et tu tentes d'armer de 25 mètres dès qu'il approche de cette zone-là, en disant Pickford, qui est un gardien, une technique un petit peu particulière, va à un moment ne pas réussir à l'arrêter, des choses comme ça. Mais en jouant, entre guillemets, normalement, cette Angleterre-là est tellement solide que j'ai du mal à voir en fait quel est le ressort sur lequel l'Ukraine aurait pu appuyer pour vraiment faire la différence. Que là, il y a des micro-ouvertures vers la 30-35e où il y a plein d'appels coordonnés, t'arrives à créer un peu d'espace ou autre. C'est un peu symbolique, c'est-à-dire que tu t'attardes là-dessus parce qu'il y a tellement eu, entre guillemets, rien sur les autres moments, que tu dis, pendant 7-8 minutes, l'Angleterre a été un peu déstabilisée, mais sur tous les matchs, toutes les équipes sont déstabilisées pendant des périodes beaucoup plus grandes que l'Angleterre ne l'a été sur cette phase-là. Donc ouais, j'ai du mal vraiment, ou alors en jouant tout sur Yaremchuk, mais comment est-ce que tu organises ton équipe pour, dans tous les cas, récupérer le ballon et passer le milieu de terrain adverse? J'avoue que je sais pas s'il y avait vraiment une bonne réponse à partir du moment où t'es dans cette configuration de match-là. Il était blessé, Malinowski, a priori. Blessé, ouais. D'après ce que j'ai compris. Ouais. Aux expected goals, alors, à prendre toujours avec des pincettes quand ce n'est que sur un match, mais l'Angleterre l'emporte assez largement, Flo, 2-14 à 0-32. Ce qui est énorme, parce que la différence de tir brut n'est pas conséquente, 10-7. Par contre, la qualité des tirs... Bah oui.
Bah oui, à partir du moment où les occasions, le premier de Kane, c'est face à face avec le gardien, t'as les deux têtes de Maguire et Anderson, et le dernier but, ce que j'ai complètement oublié puisque je n'étais pas en direct devant ma télé. Le deuxième de Kane sur le centre de Shaw. Ouais, voilà. Donc à chaque fois des occasions, j'imagine, plutôt bien placées. Donc oui, bah ça règle l'histoire. Et c'est vrai que les Ukrainiens, il y avait toujours, il n'y a pas eu de situation similaire, même quand Yaremchuk arrive à s'échapper en première mi-temps. Sur une erreur d'ailleurs, une des rares erreurs des Anglais en possession, je crois que c'est Walker qui fait une passe et ça crée un contre entre Yaremchuk et Stones. Mais Stones est toujours au contact quand il se retrouve dans la surface face à Pickford, donc ça lui complique forcément la tâche. Toi, Christophe, les performances individuelles que tu retiendrais côté anglais, quelles seraient-elles? Alors, il y a aussi le doublé de passe D de Luke Shaw, qu'on n'a pas mentionné jusque-là. Il y a Calvin Phillips qui est sorti en toute fin de match, non pardon, plutôt que ça, à la 65e, alors qu'il avait fait toutes les minutes jusque-là. Il y a l'entrée de Sancho, il y a Maguire qui claque sa tête. Alors je pense qu'en termes de duel aérien, il est quand même pas mal une fois de plus. Je vais essayer de trouver ça. Voilà, mais quel nom garde ton attention, retient ton attention? Je vais dire Luke Shaw quand même, 2 passes décisives, et au-delà de ça, à partir du moment où t'as quelqu'un, c'est sur la lancée de sa saison, hein, mais où t'as quelqu'un qui est aussi talentueux pour faire des centres dans la boîte, et que t'as Kane pour les mettre au fond, j'ai envie de dire que le U, il est moins gênant qu'il ne peut être chez d'autres équipes. C'est-à-dire que globalement, en fait, je pense que pour moi, la vraie force de cette équipe, enfin, je dis rien d'incroyable, hein, mais c'est d'avoir une solidité défensive avec des profils qui individuellement sont pas tous incroyables, mais c'est très bien protégé, c'est très solide, ça coulisse bien, voilà. Et ensuite, tu mets la balle sur les côtés, t'as des ailiers de percussion qui vont jouer les 1 contre 1, qui finissent régulièrement par passer. Et quand ils jouent pas les 1 contre 1, t'as des doublements des latéraux, ça c'était surtout contre l'Allemagne, mais là ça arrive aussi sur le deuxième but de Kane, où le latéral va prendre l'espace tandis que l'ailier se recentre, tu peux centrer, et il y aura de la présence dans la surface, mais t'as vraiment ce truc-là quand même, où sur ce match-là, Stones, Maguire, Phillips, Rice et même Mount, c'est vraiment le côté, on est à 5 dans l'axe, et on vous verrouille cette partie-là. Je pense que Mount peut... en gros, être une solution pour écarter, pour sortir légèrement du U, que ton U, la base du U soit pas trop basse, quoi, que tu puisses quand même toucher quelqu'un un petit peu dans cette espèce de zone 10. Mais sinon, ça se joue un petit peu sur Walker, mais lui, il est surtout là pour apporter de la vitesse. Mais Sancho, Sterling, les ailiers, et Shaw, le latéral gauche, avec la présence de Kane dans la surface, qui monte quand même en puissance. 2 buts, il y a une volée qui, si Boucha n'est pas dessus, ça peut faire un très joli but, une très belle lucarne. Il y a quand même là-dessus, pour moi, un vrai truc qui est... c'est une question que je vais vous poser d'ailleurs. Je vais juste vous donner la liste des joueurs sur le plan offensif de l'Angleterre, et vous allez me dire sincèrement, vraiment sans hyperbole, combien de joueurs encore restants dans les 3 autres équipes, donc les Espagnols, des Italiens et des Danois, sont meilleurs que ça. Donc je vous fais une petite liste, on va dire sur milieu offensif attaquant. Foden, Grealish, Mount, Saka, Sancho, Calvert-Lewin, Kane, Rashford, Sterling. J'ai envie de dire, moi comme ça, vraiment sans trop réfléchir, je sais pas si tu prends vraiment, on va dire, la valeur moyenne sur les 2 dernières années, pas la forme du moment, je pense pas qu'il y ait un offensif danois qui soit au-dessus de quasiment un seul de ces joueurs-là. En Espagne, tu peux argumenter du Gérard Moreno, Morata, je le mets à peu près au niveau Calvert-Lewin. Sarabia, non. Italie, Insigne peut se mettre dans la discussion avec l'un ou l'autre. Ouais. Immobilier sur les stats. Immobilier sur les stats, mais tout ça pour dire que t'as un réservoir qui est quand même colossal, et on parlait hier du manque de numéro 9. Alors là, de vrai 9, Rashford peut jouer en pointe haute, mais t'as Kane, mais Kane est largement au-dessus des autres. Calvert-Lewin quand même. Mais à partir du moment où en fait t'as une telle solidité défensive, pour moi, avec tous ces joueurs-là, t'arriveras toujours à te trouver un homme providentiel pour gagner les matchs en fait. Et justement sur les dribbles, là j'étais en train de regarder la stat de dribble, parce que là aussi l'Angleterre a largement dominé l'Ukraine avec 12 dribbles réussis contre 3. Bah évidemment les 2 premiers c'est Sancho et Sterling, mais quelque part c'est eux qui jouent, Flo, mais enfin Foden pourrait lui aussi dribbler, Grealish pourrait lui aussi dribbler. Et c'est vrai que Christophe faisait la comparaison avec d'autres équipes. On avait comparé un peu les réservoirs anglais et français.
Et la France a perdu ses dribbleurs petit à petit. Dembélé s'est blessé, Coman s'est blessé plusieurs fois, notamment en huitième de finale. Mais là, l'Angleterre a 5-6 dribbleurs dans son effectif et l'Italie en a un et demi si tu considères que Chiesa peut éliminer peut-être. Oui, ils ont perdu Spinazzola en plus. Ils ont perdu Spinazzola. L'Espagne a Ferran, c'est-à-dire que ça t'en fait un. Et Dani Olmo. Ouais. Dani Olmo en Adama Adama, oui, c'est vrai. Et Adama qui joue pas. Bon, le Danemark a pas vraiment de profil dribbleur. C'est plus des joueurs qui jouent entre les lignes ou qui font des appels. Donc t'as Meile. Ouais. T'as Meile. Oui, après si tu vas chercher à d'autres postes, en Italie, t'as Verratti qui dribble aussi. Oui. Sur d'autres postes, hein. Ouais. Mais, je pensais au 1 contre 1 dans les 30 derniers mètres, mais c'est vrai que c'est... Oui, bien sûr. Bah, je sais que t'as une comparaison à faire entre l'équipe de France de 2018 et cette équipe d'Angleterre. Et c'est vrai que c'est deux équipes qui comportaient beaucoup de dribbleurs. Après, le chiffre de 12 dribbles est pas gigantesque non plus, hein. Là, je dis 12, ils ont largement dominé, mais ils ont largement dominé parce que l'Ukraine n'a pas de joueurs qui savent dribbler, en fait. Donc il y a Yarmolenko, mais qui jouait pas forcément dans sa zone préférentielle. Mais justement, cette filiation 2018 France et 2021 Angleterre, tu la vois comment? Bah, je la vois simplement parce que là, face à l'Ukraine, en fait, par moment, je me suis dit, l'Angleterre maîtrise, etc. Mais si l'Angleterre, en fait, c'est juste parce que je me fais la réflexion. Mais s'ils accélèrent face à l'Ukraine, réflexion faite évidemment en première mi-temps, puisqu'ils ont accéléré en deuxième. Mais ils leur en mettent 3 en 15 minutes et c'est réglé. Et quand Christophe, on l'évoquait tout à l'heure, il y a ces 7-8 minutes de flottement où tu vois les Ukrainiens qui s'approchent, etc. Où tu dis, tiens, s'il y a un truc qui merde, l'Ukraine peut égaliser et puis ça peut relancer le match. Et en fait, c'est un sentiment que tu pouvais ressentir quand l'équipe de France affrontait des équipes plus faibles, mais parce qu'elle était plus dans la gestion, dans la maîtrise de ce qu'elle sait faire et qu'elle n'allait pas forcément chercher tout le temps à avoir la balle, qu'elle n'allait pas forcément chercher tout le temps à prendre des risques et à faire parler justement la supériorité de ses individualités. Mais plus à rester dans le contrôle, elle restait à portée d'une équipe a priori plus faible. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, c'est en ça que je vois une filiation entre les deux, même si, pour le coup, à l'inverse de l'équipe de France, en deuxième mi-temps, ils ont accéléré. Bon, quand ils ont accéléré, ils ont mis 3 en 5 minutes, enfin 2 en 5 minutes et 3 en 15 ou 18, et c'était réglé. Mais c'est vrai que c'est une réflexion que je me suis faite surtout sur la première période, pour le coup. Ça n'a pas forcément survécu aux 90 minutes derrière. J'ai une question à te poser sur Raheem Sterling, Christophe. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle au fait qu'il soit aussi performant et aussi important dans cette équipe d'Angleterre et qu'il ait vécu une saison si difficile à City? Est-ce qu'il y a une différence entre le jeu pratiqué à City et celui pratiqué en équipe d'Angleterre qui peut nous donner quelques éléments sur la raison d'un tel écart? En fait, je sais pas à quel point le jeu de City en seconde partie de saison, avec cette espèce d'équipe à 4 milieux faux attaquants, l'espèce de 4-2-4 où t'avais Bernardo Silva, De Bruyne, Foden et j'oublie le 4e, mais qui étaient tous sur la même ligne, très avancée, et où il y avait pas tant de dribbleurs, ça occupait des zones, ça permutait. En fait, je sais pas à quel point c'était un choix de Guardiola qui éliminait Sterling, ou alors c'est puisque Sterling s'est éliminé un peu tout seul en n'étant pas assez bon. Guardiola il a vu un recours pour animer son équipe. Ça, j'avoue que c'est un questionnement que j'ai. Maintenant, Sterling, les mois précédents, sur le milieu de saison, il est quand même pour moi mis dans des conditions suffisantes pour briller, et il est simplement moins bon qu'il l'est là sur la sélection. Maintenant, c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une partie, ça fait un peu bouffer d'air frais, il est un peu plus frais que d'autres, parce qu'il a été préservé une partie de la saison, donc là-dessus, je pense qu'on peut pas tout expliquer. Maintenant, je trouve quand même que cette équipe d'Angleterre a un jeu qui, par certains aspects, vraiment pas par tous, mais par certains aspects, a un peu le côté mais pas du tout de City téléguidé qui jouait beaucoup sur ses ailiers. Alors ça voulait absolument créer des décalages en amont qui sont pas forcément créés. Il y avait du pressing à la perte, il y avait beaucoup plus de construction en cassant les lignes, même si là un Maguire, un Stones vont être amenés à le faire. Mais ce côté où assez vite tu écartes sur des ailiers qui jouent en 1 contre 1
Et même le truc où ensuite tu lances le latéral. Alors normalement City c'était plus le milieu demi-espace, genre David Silva, De Bruyne qui lançait l'ailier, qui ensuite centrait en retrait au point de penalty. Mais tu retrouves quand même certains trucs on va jouer vers cet ailier-là qui est assez responsabilisé dans le fait de faire des différences. Et je pense que Sterling s'y épanouit, mais c'est pas juste il était mal utilisé, là il est bien utilisé. Je pense qu'il y a quand même aussi un côté où il a un regain de morale, un regain de forme, je sais pas, parce que l'action du premier but où il repique, il va fixer, il met la passe en profondeur vers Kane qui s'est bien joué de Christophe dans son dos. Cette action-là, il aurait eu l'opportunité de la faire plus régulièrement à City. On l'a pas vu faire tant de choses de ce niveau-là sur les derniers mois. La compétition ukrainienne, Florent, est-ce que c'est celle de Shevchenko ou plutôt celle d'individualité? Ou tu vas me dire les deux, ça se trouve. Mais c'est l'occasion de faire un rapide bilan de la surprenante performance ukrainienne qui arrive quand même en quart de finale, alors qu'il y a un an de ça, quand on les voyait contre la France, même si c'était l'équipe B, on n'aurait pas imaginé un tel parcours. C'était sans doute une des équipes qui nous intéressait le moins avant l'Euro, je pense. Et puis elle s'est révélée de plus en plus intéressante, notamment avec quelques noms. Voilà, je te laisse libre de les choisir. Oui, non, je vais te dire les deux, oui, ça me paraît assez évident. D'ailleurs, qu'il y a un papier, je sais plus si c'est dans The Athletic ou sur un autre journal, peut-être The Independent, un papier sur Shevchenko, justement, et la révolution, entre guillemets, qu'il a amené en prenant le poste de sélectionneur ukrainien, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup appel aux sciences, aux data, etc., pour bosser avec cette équipe-là. Donc oui, Shevchenko, je retiens en fait au-delà du premier tour où en effet on a plus vu les individualités, avec Yaremchuk, avec Yarmolenko, l'entente entre les deux, Zinchenko aussi, ça a fait des matchs sympas, le match face aux Pays-Bas, le match face à la Macédoine aussi, le deuxième. Mais moi je retiens le match face à la Suède, avec cette adaptation qui, à mon sens, sur la première mi-temps, a permis à l'Ukraine de passer devant et de vraiment de mettre en difficulté la Suède, alors qu'ils étaient vraiment... Enfin, ils étaient pas aussi outsiders que face à l'Angleterre, mais ils étaient vraiment outsiders sur ce match-là. Je pense que avant le coup d'envoi, pas parler de cote, mais c'était du 70-30 Suède par rapport à ce qui avait été montré sur le premier tour, j'imagine. Facile. Et sur les 35-40 premières minutes, ils ont vraiment réussi à renverser ce rapport de force, et je pense que le choix tactique de Shevchenko et de la préparation de son équipe avec le ballon a été pour beaucoup dans ce renversement du rapport de force, qui s'est rééquilibré par la suite, et ils ont de la réussite avec Forsberg qui touche les poteaux. Mais néanmoins, je retiens la perf globale de l'équipe et surtout celle de Shevchenko, qui, pour un jeune entraîneur, donne envie de le voir dans un club, quoi. Je crois qu'il rêve du Milan AC ou quelque chose comme ça. Pourquoi pas un jour. Après, ouais, vas-y Christophe. Alors nuancé, c'est pas pour mettre un tiré gratuit à l'Ukraine, mais le bilan c'est donc défaite 4-0 face à l'Angleterre sur ce match-là. Qualification en prolongation face à la Suède à la dernière seconde des prolongations face à une Suède à 10. Défaite face à l'Autriche qui aurait pu être plus lourde que 1-0. Victoire 2-1 face à la Macédoine du Nord en étant bien dominé sur la seconde période où je trouve que la victoire est quand même pas chanceuse, hein, mais elle est pas forcément mal payée. Et défaite 3-2 face aux Pays-Bas où tu peux faire de partout mais où t'as un vrai temps fort, où t'arrives à concrétiser. J'ai envie de dire que c'est relativement bien payé dans la mesure où cette équipe, pour le même prix, au-delà des meilleurs troisièmes, hein, au moment où ils terminent leur phase de poule, ils sont quasiment sûrs d'être éliminés. Finalement, les résultats tournent en leur faveur. Donc, Shevchenko fait un super boulot, mais le quart de finale, c'est quand même, je pense, la meilleure version de si tu joues la compétition 10 fois. C'est plus sur, en gros, certaines adaptations tactiques qu'il a su faire, notamment au tour précédent, la gestion du groupe, la manière dont il a bien animé son attaque et des choses comme ça. Voilà, c'est quand même un peu l'anomalie de ce tour-là. Il y a des équipes qui ont été sorties en huitième de finale qui, pour moi, ont quand même montré plus de choses, genre l'Autriche, que ne l'a montré l'Ukraine sur cette compète, quoi. Après, il y a, je pense aussi, beaucoup moins de matos joueurs dans cette équipe qu'en Autriche ou qu'ailleurs. Ça, même s'ils ont je crois qu'il y avait 6 joueurs du Dynamo Kiev sur le terrain ce soir ou quelque chose comme ça, il me semble. Mais j'ai vu passer un truc, c'était aussi l'équipe qui avait le moins de minutes jouées chez ses joueurs. Donc peut-être un peu de fraîcheur par rapport à d'autres.
Ça peut peut-être expliquer ce qui se passe face à la Suède. Mais aussi le moins de joueurs cotés, expérimentés. Et je pense que pour ces joueurs-là, faire un quart de finale d'Euro, je suis pas sûr que c'était un objectif au départ. Et je pense qu'ils ont vraiment dépassé toutes les attentes sur la compétition. Et déjà arriver en 8e, c'était, je vais pas dire un exploit, mais je suis pas sûr que c'était très attendu. Oui, Comme tu le dis, ils étaient quasiment éliminés dans leur tête. Même après leur dernier match, ils s'y attendaient pas, je pense. Une fois qu'ils terminent leur match, ouais. Mais par contre, il y a des joueurs avec qui construire, parce qu'il y a donc Zabarny qui a 18 ans, alors que Matvienko est pas très âgé, 25 ans, moi c'est quand même moins fort. Mikolenko, jeune aussi, ouais, c'est vrai. Mikolenko, 22 ans, Zinchenko, 24 ans, même si j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est là. Chaparenko, très bon joueur, 22 ans, donc intéressant aussi. Il y a Malinovski qui doit avoir quoi, 27? Quelque chose comme ça, Christophe? Je dirais qu'il a 28. Pour le Malinois. Il y a Remchuk, 25 ans, donc c'est intéressant aussi, et Tsigankov qui est rentré et qui est pas mal et qui a 23 ans. Donc t'as quand même 6-7 joueurs avec qui tu peux te dire on va retourner à l'Euro dans 4 ans, et pourquoi pas la Coupe du Monde 2022. Sachant qu'il y a une vraie... Je sais pas si c'est une anomalie, il faudrait prendre le truc vraiment sur toutes les éditions et faire un petit peu l'héritage. Maintenant, il y a une génération que tu vois assez peu sur le tournoi, mais qui a été vainqueur de la Coupe du Monde du vin en 2019. Tu vois, je vais pas m'amuser à te citer les buteurs, mais genre le deuxième meilleur joueur du tournoi, c'est un certain Serhii Bouletsa, qui n'a été pas là. Le meilleur gardien de la compète, c'est Andrei Lounine, le gardien qui joue en Liga. Je sens qu'il appartient toujours au Real, qui est pas sur la compète. Le deuxième meilleur buteur, c'est Danilo Sican, qui est pas sur la compète. Alors je sais pas si c'est vraiment, enfin, si cette génération est si forte que ça, parce qu'honnêtement, tu regardes, pareil, en finale, la Corée du Sud, voilà, c'est pas, il n'y a pas des joueurs incroyables. Donc c'est peut-être une édition relativement faible, mais tu peux aussi imaginer que parmi ces jeunes-là, qui ont autour de 22 ans maintenant, il y en a peut-être un ou deux qui vont aussi s'intégrer et qui sont des late bloomers, quoi, des gens qui perceront un petit peu plus tard au très haut niveau. Mais on l'espère pour la sélection ukrainienne. Je crois qu'on peut passer à l'autre quart de finale de cette journée, c'est la victoire 2-1 du Danemark contre la République tchèque dans le Kuchliko. C'était la rencontre vraiment de Christophe Kuchli qui porte le maillot du perdant. But de Thomas Delaney à la 5e minute, de Kasper Dahlberg à la 42e et de Patrick Schick, dit le chat, à la 49e. Et on va aller justement vers l'homme qui a appelé son chat le chat, Florent Tenuti, qui va pouvoir nous présenter la physionomie rapidement de cette rencontre. On attendait un Danemark joueur et aussi inspiré et inspirant que lors des tours précédents. Ça n'avait pas été forcément le cas, en tout cas pas sur l'ensemble de la rencontre, et la République tchèque passe rivalise, fait même mieux que rivaliser sur une bonne partie de la rencontre, et passe tout près d'aller en demi-finale de façon presque méritée. Non, mais ils font, oui, même beaucoup mieux que rivaliser. D'ailleurs, ils sont, pour donner les expected goals tout de suite, ils finissent légèrement devant, en tout cas sur SofaScore. La République tchèque finit à 1,57. Le Danemark à 1,48, la République tchèque finit aussi avec la possession de balle, 55%, le Danemark à 45%. Bon, avec une deuxième mi-temps où les Danois ont accepté de jouer plus bas, mais le plus intéressant en effet c'est surtout la première mi-temps, où les Tchèques ont globalement empêché les Danois de jouer et de développer leur jeu habituel, toujours en faisant la même chose que face aux Pays-Bas, c'est-à-dire en allant les chercher assez haut, en allant opposer des joueurs au cadrage pour faire quasiment des 1 contre 1 partout sur le terrain, et les Danois ont été très gênés là-dessus. Alors il y a ce but évidemment qui arrive très vite et qui met les Danois devant au score sur un corner qui n'y était pas. Oui, Christophe, on sait, il n'y avait pas corner. mais globalement, à la mi-temps, il y a 2-0 pour le Danemark, mais à l'inverse de ce que raconte Daniel Bravo ou Christophe Josse sur Beansport, le Danemark n'est absolument pas en démonstration. Le Danemark souffre, le Danemark n'arrive pas à poser le jeu comme il avait su le faire lors des matchs précédents face au Pays de Galles ou la Russie, ou même la Belgique d'ailleurs. Non, le Danemark est vraiment en difficulté et il doit plus à deux choses qui lui avaient manqué sur les premiers matchs en fait, de la réussite et du réalisme, le fait d'être en tête à la pause. Christophe, est-ce que le corner sifflé alors qu'il n'y avait pas corner, je sais pas, j'ai pas revu le ralenti 1000 fois, mais c'est ce qu'Internet dit, sera le Nilmar du peuple tchèque. Le penalty sur Nilmar. Si on peut même plus troller sans que ce soit par écrit, sans que ce soit repris dans une conversation vue du banc 7-8 heures plus tard.
c'est triste. Non, mais c'était pour déconner. En plus, au départ, j'étais vraiment... Oui. C'est-à-dire que historiquement, pour un peu dire pourquoi je suis schlico, machin... Non, mais historiquement, j'ai toujours été fan de la République tchèque, c'est en regardant les matchs tchèques. Quand j'étais enfant, que je suis venu au foot, j'ai jamais eu particulièrement de notion patriotique liée à la France ou autre. Là, c'est un truc, c'est un logiciel que j'ai pas. Donc du coup, voilà, j'ai toujours été pour la République tchèque. Maintenant, pas fan dans l'absolu. Voilà, j'ai pas cette notion de fan pour qui que ce soit. Donc du coup, quand la République tchèque est pas bonne, je la soutiens pas, quoi. Je suis totalement à me détacher. Mais quand dans des matchs comme ça, dans des tournois comme ça, et la phase dans laquelle elle est intéressante, bah du coup, c'est sûr que j'ai cette tendresse qui renaît. Maintenant, j'étais beaucoup plus séduit quand même sur l'ensemble du tournoi par le Danemark, donc du coup, j'étais un peu 50-50. Je voulais que la République tchèque fasse du mieux possible et que le Danemark déroule le jeu qui m'a tant plu. Et au final, je me suis pris à être finalement déçu au coup de sifflet final, alors que je pense que le Danemark est la plus belle équipe des deux, mais parce que je trouvais que la République tchèque avait fait beaucoup plus de choses qu'elle voulait faire que le Danemark. J'ai l'impression que le Danemark a quand même été forcé de jouer contre nature. Et donc oui, au-delà de la vanne sur corner, etc., c'est très très mal défendu, il y a des blocs, il y a des choses comme ça, mais t'es pas obligé de... Ouais. Il y a des incompréhensions qui font que tu laisses Delaney tout seul. Mais c'est sûr que c'est un peu embêtant d'être mené. Le deuxième but, je le mets un peu à part. Le but est très joli, tu le prends tous les jours, et puis ça aurait été dommage qu'il n'existe pas. Maintenant, tu te mets quand même dans une forme de difficulté en prenant un but au bout de 5 minutes, qui change un peu les enjeux du match, quoi. Tu fais vraiment que courir après le score tout le temps. Alors que sinon, je trouve que dans sa capacité à vraiment empêcher le Danemark de jouer. Le Danemark a quand même essayé de faire des choses. T'as Christensen qui passe au milieu, puis qui repasse derrière, ce qui est un peu un classique. D'ailleurs, Christensen est au milieu sur l'action du but de Dolberg sur le centre de l'extérieur de Meileux. T'as quand même encore une fois des ressorts intéressants du Danemark qui a essayé encore une fois de jouer long comme on l'a vu sur des débuts de match des tours précédents, mais où là c'était plus logique parce que la République tchèque avec son bloc assez haut qui allait chercher au pressing te laissait des espaces à attaquer. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait la République tchèque au milieu de terrain pour bloquer le milieu danois, mais ça donne aussi pour moi une forme de formule, même si je pense que l'Angleterre l'aurait trouvé toute seule, pour comment réduire un petit peu au silence, en tout cas bien embêter ce Danemark dans son jeu. C'est-à-dire que le Danemark aura toujours des occasions, s'il est aussi réaliste que ça, il pourra peut-être marquer des buts face à l'Angleterre. Maintenant, quand tu vois ça, tu te dis, si tu mets Phillips, Rice et que tu rajoutes Henderson, je pense que tu peux quand même faire très mal à ce Danemark qui, si t'es quand même obligé de passer par Delaney et Højbjerg à un moment, c'est embêtant parce que limite ta créativité, c'est genre Christensen et Vestergaard qui vont prendre des initiatives à la relance, mais ton double pivot, surtout Delaney, tu peux quand même, en courant beaucoup, en mettant beaucoup d'impact, le maintenir dans son camp. Les compositions du côté tchèque, Vaclik dans les buts, une défense à 4, Soufal, Selucka, Kalas et Boril, Souček et Oles au milieu de terrain, Mazopust à droite, Ševčík à gauche, Barak derrière, Patrick Schick du côté danois. Alors défense à 3, défense à 4, ça dépendait de ce que faisait Christensen, mais Schmeichel dans les buts, Christensen, Kjær, Vestergaard, Meileux à gauche, Larsen à droite, Højbjerg et Delaney ensemble au milieu, Damsgaard et Braithwaite derrière, Kasper Dolberg. Flo, justement, comment la République tchèque a embêté le Danemark, puisque Christophe disait qu'elle avait réussi à embêter ces Danois, que ça pouvait offrir une piste à l'Angleterre qui avait déjà réussi à embêter l'Allemagne, donc peut-être que finalement ce Danemark n'est pas aussi souverain que ça quand il faut ressortir et construire depuis l'arrière, et qu'il y aura moins de profondeur contre l'Angleterre. Donne-nous, est-ce qu'il y a des motifs d'espoir pour ce Danemark par rapport aux problèmes qu'ils ont vécu contre la République tchèque? Non, mais oui, on peut en trouver des motifs d'espoir, mais c'est vrai que moi, là, j'ai mes notes sous les yeux. Il y a une chose, c'est que lorsque l'adversaire du Danemark se positionne très haut, et les Tchèques, que les Danemark relancent à 2 ou à 3 derrière, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs tchèques qui se plaçaient face aux joueurs de champ susceptibles d'offrir des solutions courtes afin de forcer Schmeichel à allonger. Et c'est vrai que le jeu au pied de Kasper Schmeichel sur ce match, ça a pu être problématique par séquence. Quand il cherchait en tout cas une solution, quand il cherchait l'homme libre, il le trouvait pas forcément dans de bonnes conditions, voire il le trouvait pas forcément du tout. Et là, la balle pouvait revenir très vite.
Et après, c'est vrai que globalement, sous pression, c'est une équipe qui n'a pas forcément de joueurs sur lesquels tu peux te reposer et qui va te sortir individuellement de la pression. Mais en même temps, au tour précédent, les Pays-Bas avaient Frenkie de Jong et même Frenkie de Jong n'avait pas non plus réussi à sortir du lot face à cet adversaire lorsque cet adversaire venait chercher très haut. Donc la République tchèque reste quand même une équipe très difficile, je pense, quand elle décide de courir et de te mettre en difficulté, à passer, à éliminer. Après, il y avait ces jeux longs des Danois sur les transitions, c'est-à-dire très souvent à la récup. Sur les corners offensifs aussi des Républiques tchèques, Flo. Sur les corners offensifs des Tchèques aussi, il y avait cette recherche assez rapide de la profondeur. Soit avec les appels de Braithwaite, soit avec Dolberg, mais c'était plus Braithwaite qui faisait ce genre d'appel. Et là-dessus, il y aurait peut-être quelque chose pour les Danois face aux Anglais, même si face aux Anglais, si t'allonges, ce sera pas Kalash et Seluska, ce sera Kai Walker sans doute qui restera un peu derrière pour assurer le coup et Maguire qui risque d'être difficile à prendre à défaut quand même. Oui, parce que Maguire, il faut que le ballon passe par-dessus sa grosse tête, et ça, c'est pas toujours facile. Christophe, qu'est-ce que t'as ressenti quand ton pays de cœur a failli prendre un but sur un corner offensif? Parce que c'est une méthode différente de d'habitude. D'habitude, tu finis en 3 contre 1 ou 3 contre 2, et les mecs vont fixer, et là, c'est différent. Ça veut bien qu'il a juste envoyé un missile téléguidé dans le camp adverse, et il y a eu un contre 1. Est-ce que tu t'es énervé? Est-ce qu'il y a eu de l'émotion chez Christophe Kuchli à ce moment-là? Bah écoute, ça va peut-être te surprendre, mais j'étais en émoi, en admiration devant la passe d'Højbjerg en fait. Je me disais, alors pas tiens il sait faire ça, mais ah ouais, c'est la première qu'il a joué comme ça dans ces conditions-là, il la met vraiment parfaitement. Donc j'ai pas eu le truc il y a d'autres moments dans la compétition, genre l'Espagne sur le match d'hier, je crois, un moment où elle mène 1-0 et il y a un corner. En fait, ça aboutit à rien parce que c'est assez vite coupé, mais tu vois qu'il y avait plus personne en couverture et que ça se joue à une passe alors qu'il est coupé encore une fois en amont de l'action, donc du coup tu peux pas dire ah si et si, c'est coupé à 60 mètres du but, mais tu te dis si elle passe, il y a un contre 1 à jouer. Donc vu le moment et vu de façon que la République tchèque assume, c'est un contre 1 même sur des phases d'attaque placées, j'étais pas choqué. Moi, ce qui m'embête, c'est quand des équipes laissent... Enfin, dans tous les cas, ça m'embête quand tu prends une grosse occasion au sortir d'un corner, hein. Mais à partir du moment où t'as quand même des sacrés gabarits, à la fois haut et large, parce que les Tchèques sont quand même tous très costauds, et que dans tous les cas, tu assumes ce risque en possession et que tu es mené, ça me dérange moins que quand t'es devant au score, ou que tu maîtrises le match et que t'envoies 9 personnes dans la surface, pour des phases qui ont quand même traditionnellement un pourcentage de réussite assez bas. Donc non, pas si choqué que ça. Par contre, faut quand même l'évoquer, les changements tactiques de la mi-temps. Parce que mine de rien, on a quand même des coachs sélectionneurs qui sont tous très proactifs. C'est-à-dire soit voilà, alors même si Luis Enrique, ces changements en cours de match, c'est compliqué. Mais en tout cas, Luis Enrique a un calque dès le début, un modèle de jeu qui est quand même assez précis, qui est quand même assez bossé, assez abouti. Pareil, Mancini, il change pas forcément grand-chose en cours de match, mais le modèle de jeu est bossé. La République tchèque est plus une équipe qui va s'adapter, mais ça s'adapte bien. Et là, le changement à la mi-temps, faire entrer Karmencic, que je ne sais pas prononcer, à la place de Masopust et de passer à 2 avec Schick et lui. Déjà, ça t'amène immédiatement à un énorme temps fort. Alors, pas lié qu'à ça, évidemment, mais qui aboutit sur le but à la 49e. Mais cette action-là, c'est peut-être la 4e que t'as depuis le retour des vestiaires. Ça te permet d'avoir vraiment une double présence dans la surface, parce que l'ami Michal prend quand même de la place. Et donc t'avais le double truc, t'avais 2 très bons joueurs de surface et t'avais des centreurs sur les côtés, donc du coup ça faisait un vrai bon truc. Mais en plus t'as réussi à ne pas y perdre en pressing haut, parce que des fois du coup t'es un peu coupé en deux parce que t'as enlevé un joueur au milieu pour mettre un attaquant et ton milieu prend l'eau. Là non, et ton temps fort à partir de la 70e est vraiment vraiment long. Le Danemark n'arrive quasiment plus à sortir. Donc rien que ça, ce côté, dès la mi-temps, on va régler des problèmes et on va mettre la pression sur la défense danoise. Au final, ça paye pas, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de la part d'une sélection qui, là, faisait vraiment des changements, soit pour la fraîcheur, soit pour les profils. Pour la fraîcheur, c'est genre
Janko qui remplace Solèche, même si Janko est plus offensif, mais genre Vidra pour Schick par exemple, c'est purement un changement fraîcheur. Mais sinon, le changement Kermancic pour Masopust, c'est purement des changements profil. T'as pas une amélioration de ton 11, c'est simplement que tu vas un petit peu déplacer les pions sur le tableau. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on peut, en général, hein, pas forcément plus nous que d'autres, mais s'interroger parfois sur la qualité de certains sélectionneurs. C'est quand même un métier particulier où t'entraînes que quelques semaines par an et généralement les top coachs préfèrent être dans des clubs. Là, je trouve que il n'y a pas d'équipe mal coachée encore en lice, et que globalement, je trouve que la façon dont les entraîneurs influent sur le cours des rencontres, soit avant, en définissant un cadre très précis, soit en apportant des corrections en cours de match, est vraiment, vraiment intéressante, plus que sur pas mal d'éditions précédentes. D'ailleurs, il y a aussi le côté danois, le changement, l'entrée de Norgard et Poulsen apporte aussi pas mal quand même aux Danois, parce qu'ils prennent vraiment l'eau pendant comme tu le disais, il y a le but qui arrive très vite, qui arrive à la 50e après 2-3 occasions, 2-3 grosses occasions pour la République tchèque. Et ce changement-là, je trouve, a apporté une sérénité un peu plus aux Danois dans leur bloc bas, parce qu'ils ont été obligés du coup de reculer et de jouer beaucoup plus bas que ce qu'ils ont fait jusque-là. La République tchèque finit quasiment avec 60% de possession sur la deuxième mi-temps. Et à la fois l'entrée de Poulsen pour apporter déjà beaucoup plus défensivement que Dolberg dans le premier rideau, plus Norgard qui était une courroie de transmission supplémentaire pour essayer de ressortir les ballons, là où jusque-là Christensen pouvait s'aventurer, mais où il ne pouvait plus aller parce que sinon il risquait de laisser en 2 contre 2 ses deux partenaires de la défense centrale. Christensen est vraiment resté dans l'alignement défensif à partir du moment de l'entrée de Norgard, et du coup ce 5-3-2 danois leur a permis quand même d'un petit peu mieux résister en fin de match face au bloc bas. Un Kermancic, on l'a beaucoup moins vu dans les dernières minutes que sur les 5-10 de son entrée, où franchement par contre il déménage tout le monde et permet de libérer Schick. Donc d'un côté et de l'autre, il y a eu des changements positifs, en tout cas pas forcément positifs dans la mentalité de l'équipe, mais positifs pour l'équipe par rapport au contexte et à la situation donnée. Entre donc le double changement de la mi-temps et le but de Patrick Schick, il y a 5 tirs. 4 minutes. Il y a 2 tirs pour Kermancic, 2 pour Schick et 1 pour Barak. Donc en effet, c'est une grosse rentrée après la mi-temps pour les Tchèques, qui ont mis du poids dans la surface et qui ont envoyé des ballons. Et d'ailleurs, passe D de Tsoufal encore, la pépite de Christophe. Donc c'est quoi, la 2e ou 3e passe D depuis le début de la compète? Enfin, j'ai l'impression que c'est le seul mec qui a fait des passes D côté tchèque. Donc, il faisait surtout 80% des balles dans la boîte, ça venait de ses centres. Parce que oui. De l'autre côté, en plus, Boril, c'est pas le même niveau avec le ballon. Je suis en train de regarder justement cette stat de centre, Christophe, et Tsoufal est à 7 centres. Et de l'autre côté, c'est surtout Sevchik qui a centré. Et aussi 7 centres également. Avec quelques centres de Barak et tout. Mais c'est vrai qu'avec les gabarits tchèques, c'est assez justifié, finalement, de mettre le ballon dans la boîte quand t'as une moyenne de taille qui doit être parmi les plus élevées de la compétition. Et même d'épaule, parce que là, Olef est sorti, mais il est costaud également. Le Danemark, Flo, qu'est-ce qu'on peut dire de bien sur le Danemark, sur cette rencontre? Je reste avec toi. Parce que c'est vrai que c'était l'équipe qu'on hype un peu depuis le début de la compète. Déjà lors de la phase de poule, dès les 2 premiers matchs, on avait souhaité qu'ils passent d'une façon ou d'une autre. C'est passé de manière assez miraculeuse grâce à une grosse victoire contre la Russie. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont été très malchanceux sur les 2 premières rencontres et que depuis, toutes leurs occasions rentrent. Ouais, alors tout ne rentre pas, mais oui, mais sur ce match-là, tu peux estimer qu'ils ont eu de la réussite, oui. Le fait de mener 2-0 dans ce match, à la pause, il n'y a rien dans ce qu'ils montrent et dans le rapport de force qui dit à la pause il y a 2-0, normalement. D'ailleurs, les expected goals, même si c'est pas parfait, mais pour le coup, quand à la mi-temps, les expected goals disent 1-0-3 République tchèque, 0-91 Danemark, on était en effet plus proche du 1 partout que du 2-0 si vraiment on était dans la normalité, dans la moyenne, dans la norme, etc., etc. Parce que les Tchèques ont quand même montré, tu demandais des choses positives, je vais rester sur une chose négative, ont quand même montré des moyens aussi de mettre en difficulté les Danois, c'est-à-dire qu'on a pu constater que sans le ballon, on n'était pas non plus sur une équipe très très solide et très très sûre d'elle. Les Tchèques mettaient, comme ils l'ont fait d'ailleurs face aux Pays-Bas, mettait beaucoup de monde
mettait beaucoup de monde autour du porteur de balle, côté ballon, de manière à mettre en difficulté la défense, c'est-à-dire tu sais pas qui est-ce que tu dois suivre, qui est-ce que tu dois marquer. Et les Danois ont vraiment eu du mal à contenir ces approches et ont pas mal subi jusqu'à près de leur surface. Et ensuite, il suffisait d'un centre, et je pense que c'est pour ça aussi qu'à la mi-temps, j'ai perdu le nom du technicien croate, sosie de Michel Fournier. Croate, tchèque, Silavi. Non, tchèque. Silavi, pardon. Yaroslav dit Yaro. Yaroslav, bien sûr. Et donc, oui, je comprends pourquoi il fait cette entrée à la pause, parce que tu voyais que quand Schick se déplaçait côté pour permettre d'augmenter le surnombre et de mettre du monde pour faire reculer les Danois, il manquait quelqu'un à ce moment-là dans la surface pour rester une menace et être à la réception des centres. Et en faisant ce changement-là, il pouvait à la fois libérer Schick pour lui permettre d'aller participer sur les côtés, tout en gardant cette menace. Et à partir du moment où il y a eu cette menace-là, il y a eu ce temps fort qui leur a permis de renverser le truc. Donc franchement, il y a pas grand chose, je sais pas ce qu'en a pensé Christophe, à part la fin de partie où tu te dis ok, ils ont trouvé peut-être la formule où ils peuvent peut-être souffrir, s'ils traversent un temps faible, s'en remettre à ce 5-3-2, mais globalement, franchement, il y a pas grand chose de positif à tirer de la perf danoise, et c'est la première fois du tournoi que ça arrive, pour le coup. Oui, non, c'est vrai, pas grand chose de positif, disons, par rapport à ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire que tu peux avoir des mini-confirmations sur genre Højbjerg est solide. Je pense que si c'est le premier match de la compétition, tu dis c'est quand même pas mal. Ou alors Vestergaard avec le ballon, tu dis oui, il prend des vraies initiatives pour quelqu'un qui est taillé vraiment la grande taille, point imposant, ou Christensen au milieu, et cette polyvalence, cette disponibilité qu'il a. Vraiment, il y a des choses comme ça qui objectivement sont vraiment bien, mais maintenant on le dit à chaque match depuis le début de la compète, donc on va plus s'extasier là-dessus. Vraiment, si tu dois avoir une espèce de nouveauté, confirmation, truc sur lequel les antécédents sont un petit peu moins épais, c'est sur Dolberg qui confirme que malgré tout, il est sur une phase de réussite assez intéressante qui est pas du tout le cas en club, et qu'il a une vraie alternative à Poulsen. En plus, il a quand même un truc très joli qui est qu'il arrive à marquer son but et à commencer sa célébration en marquant le but, puisqu'il marque et il glisse sur les genoux juste dans la continuité du geste. Donc là-dessus, vraiment, vraiment intéressant. Mais sinon, c'est-à-dire soit les joueurs ont été globalement à la hauteur, c'est-à-dire Striger Larsson par exemple fait une alternative crédible à Vass, ce qui dans ma tête n'était pas forcément sûr, donc ça c'est intéressant. Mais sinon ou alors Braithwaite, il prend toujours la profondeur, il est toujours virevoltant, bon c'est bien, tu peux le mettre à droite, tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre à deux devant, il va continuer, ça va être un peu brouillon, mais rien que sur le fait qu'il court beaucoup, qu'il aille relativement vite, ça te fait une menace en profondeur qui peut quand même être prise en compte par la défense et freiner potentiellement certains pressings. Maintenant, il y a quand même les deux étoiles de cette équipe, Meile dans le couloir gauche et Damsgaard dans le demi-espace, qui sur ce match sont beaucoup moins en vue. Meile a été forcé à défendre par Soufal. Globalement, il a quand même plus passé du temps dans une défense à 5 que sur les lignes offensives. Il fait une passe décisive magnifique de l'extérieur que tu peux pas lui enlever, et dans l'absolu, peut-être qu'il fait indirectement gagner le match, mais tu le vois très peu sur le restant des actions, alors que justement, son truc, c'était, même quand il est pas productif sur le dernier geste, il apporte énormément offensivement, là, il a pas apporté grand-chose. Et notre ami le milieu offensif de la Sampdoria, Mikel, j'ai pas souvenir de beaucoup d'occasions, je crois qu'à un moment il fait une frappe, mais il a pas été très influent. Là, en gros, c'est vraiment le match où tu te dis, le système et les joueurs qui l'animent a montré un peu ses limites. Si t'avais Eriksen, ça se serait sans doute passé. Je sais pas, ça serait mieux passé parce que tu gagnes, mais t'aurais quand même eu un recours au cœur du jeu qui t'aurait un peu moins fait dépendre d'un système très fluide, mais que tu peux quand même casser si tu sais comment l'attaquer. La République tchèque laisse une impression quand même positive sur l'ensemble du tournoi, Flo.
Et on va se poser la même question un peu que pour l'Ukraine. Est-ce que cette équipe peut, dans 2-3 ans, continuer à embêter? Alors je vais donner les âges de pas mal de joueurs, et c'est peut-être là que ça va poser problème. Par exemple, la défense où Boril a 30 ans, Kalas 28, Selutska 32 et Tsoufal 28. Au milieu de terrain, Souček a 26 ans, donc il est encore dans l'histoire, ça peut le faire. Devant Schick, il est encore en âge de performer, il a 25 ans. Carmen Schick a déjà 28. Parmi les joueurs que j'ai oubliés, il y a du Mazopust, qui doit être 28 ans. Voilà. Ils sont un peu tous, c'est une génération qui est un peu dans son pic de carrière quand même. Et j'ai l'impression que t'as pas forcément beaucoup de joueurs qui sont à 23, 24, 25 ans. C'est peut-être ça qui va les empêcher de bâtir sur cet Euro. Ouais, bah après, t'as aussi le fait que sur les qualifs Coupe du Monde, on n'a pas regardé d'ailleurs, je sais pas où on est l'Ukraine, mais ils sont pas forcément dans un groupe très simple. Ils ont la Belgique devant eux, même si je crois qu'ils ont fait une perf, c'est ça, contre la Belgique? Oui, ils ont fait un partout. Ouais, voilà, ok. Mais du coup, ils ont pas forcément un groupe très très simple, même s'ils ont le Pays de Galles aussi face à eux. Mais non, alors, ils ont cet avantage eux d'avoir le Slavia comme école et comme modèle à suivre, et qui leur garantit. C'est Olech qui est au Slavia. Absolument. Olech, c'est vraiment de ce que j'en sais, hein, mais le joueur Slavia, dans la mesure où avant d'arriver au Slavia, il arrive à 26 ans, 26-27 ans, il n'est pas du tout référencé, il a aucune raison de se retrouver en sélection titulaire à museler Wijnaldum, à marquer un but, à faire une passe D, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que parmi la moitié des joueurs tchèques qui ont 28 ans, s'ils ne font pas le bon choix de carrière et le bon coach à 25, jamais ils se retrouvent là. Donc du coup, tu peux estimer que peut-être que certains qui ont 22, 23 maintenant se retrouveront dans le circuit à moyen terme, parce que sachant que court terme, c'est une Coupe du Monde dans un an. Bah là, tu vois là du Slavia, j'ai récupéré leur liste complète. Il y a Selutska derrière, il y a Olech qui est compté d'ailleurs parmi les défenseurs. Il y a un jeune défenseur qui s'appelle David Zima, qu'on n'a pas vu du coup sur le tournoi, mais qui a 20 ans, c'est un 2000, c'est le plus jeune je pense de la liste, avec Adam Losek évidemment, qui lui est au Sparta. T'as Boril, au milieu t'as Mazopust, Sevcik qui sont au Slavia. Il y a des joueurs qui jouent aussi au Slovan Liberec, qui vont peut-être signer au Slavia bientôt. Sachant que Tsoufal, Souček, passer. C'était les deux du Slavia qui sont partis en Angleterre, ouais. Mais eux aussi c'est le même moule, quoi. Mais ils ont ce cœur de sélection qui peut leur permettre sans doute, si le Slavia reste performant dans les années à venir, d'avoir cette base pour peut-être traverser des qualifs et traverser des barrages et jouer la prochaine Coupe du Monde. Même si c'est vrai que historiquement, et je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais je crois que les Tchèques ont plus de problèmes avec la Coupe du Monde et jouent beaucoup d'euros et sont performants pendant les euros, mais pendant la Coupe du Monde c'est assez compliqué. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Donc leur qualification, ils sont deuxième pour l'instant de leur groupe, derrière la Belgique. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, il y a eu 3 matchs, hein, côté belge, il y a eu 3 matchs côté tchèque, 4 points et 3 points derrière la Belgique, et l'Ukraine est derrière la France, puisque la France et l'Ukraine se jouent maintenant toutes les 2 semaines. La France est à 7 points en 3 matchs, j'avais complètement oublié ce truc-là, et l'Ukraine est à 3 points en 3 matchs. Coupe du Monde, ils en ont joué une seule depuis 1994. Est-ce que vous êtes capable de me dire laquelle c'était? 2010 2006. 2006. Ah oui, pardon. 2006. Ils vont en quart, je crois. Ou en 8ème, je sais plus. Ah, je parle de République tchèque, je confonds avec l'Ukraine, pardon. Non, je parle de la République tchèque, ouais. Ils jouent la 2006 en effet, où ils sortent à la phase de poule. Il n'y a pas les États-Unis. Alors, c'est quoi? Tant qu'on y est, je vais te dire ça tout de suite. J'étais désespéré. J'ai l'impression que Rosicky met un but de loin contre les États-Unis, mais que Petr Sej fait pas une bonne compète. Mais c'est assez flou. Alors, ils sont avec l'Italie, le Ghana, la République tchèque donc, et les États-Unis, et ils terminent 3e de la poule. Ils battent 3-0 les États-Unis, mais perdent ensuite face au Ghana 2-0 et face à l'Italie sur le même score. Voilà. Très bien. Merci pour ce petit point tchèque, parce que c'est la compétition où l'Ukraine sort contre l'Italie sur un péno escroqué par Pippo Inzaghi et transformé par Totti. J'ai un petit quiz là qui va vous intéresser ou pas, qui est sur les joueurs les plus performants de cette compétition. Alors c'est en se basant sur les notes de WhoScored, donc ce n'est pas la vérité, mais ça reprend quand même pas mal de data. Et je vous demandais de me donner le top 5 des joueurs qui sont encore en compétition. Donc l'Italie, l'Espagne, le Danemark et l'Angleterre, je les ai devant moi. Combien j'en ai là dans le top 10 des joueurs? Il y en a encore 1, 2, 3,
Non, 2 seulement qui sont en compétition parmi les 10 joueurs les mieux notés. Enfin, commençons par ces 2-là, est-ce que vous êtes capable de me les citer? Les 2 joueurs encore en compétition les mieux notés, il y en a un qui a... Les 2 ont 3 matchs. Les 2 ont 3 matchs. Ouais. Ça vous fait un indice. Ouais, donc... Verratti. Pas Melleux. Ouais, Verratti, ouais. Qui a 3 matchs, qui est le mieux noté. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai hésité à te demander s'il y avait un cut minimum, parce que Verratti rate 2 matchs. Et donc, du coup, l'autre a 3 matchs aussi. Busquets? Non, mais Busquets c'est pas très loin. Busquets c'est 13e du classement au total. Donc il y en a un autre qui est encore en compétition. C'est le 4e des joueurs, le 5e des joueurs en compétition. Classé devant lui, il y a encore 3 autres joueurs. Entre Verratti et Busquets, comme ça on fait le top 5, il vous manque 3 joueurs. Les mieux notés, et chacun de ces 3 joueurs a 3 matchs, si je ne m'abuse. Ça m'étonne qu'il n'y ait pas Sterling, du coup. 4 matchs même pour un des deux. Sterling n'y est pas, non. Maguire? Oui, Harry Maguire, qui est top 5 brut. Donc c'est le deuxième derrière Verratti. C'est le deuxième en compétition derrière Verratti, ouais. Il vous reste Donc vous avez eu un Espagnol, un Anglais et un Italien. Il vous reste encore un Italien et un Danois. Dolberg. Ouais, Dolberg. Et il vous manque un Italien qui lui a 4 matchs. Non, Barella? Non. Jorginho. Non plus. Jorginho a tout joué. Ouais, Jorginho a tout joué. Mais c'est dans ma tête, en fait, s'il avait tellement fait de récup et tout, que je me dis, j'avais envie. Spinazzola? Non, mais Spinazzola est pas très loin. Insigne, ouais, tu l'as, Flo. C'est Insigne. Ouais. On allait faire toute l'équipe, sinon. Et je vous donne le top 10 brut sur la compétition. Verratti premier, Ronaldo deuxième, grâce à ses buts. Donc c'est vrai que c'est l'algorithme un peu avec qui fausse un peu. Forsberg troisième, 4 buts quand même, dont un seul penalty, je crois, Forsberg. Quatrième Paul Pogba, pardon, qui est donc le milieu mieux classé derrière Verratti parmi les milieux axiaux. Maguire 5e, De Bruyne 6e, Lewandowski 7, Patrick Schick 8, Radecki 9, premier gardien. C'est vrai qu'il a fait des matchs avec beaucoup d'arrêts. Et Frenkie de Jong, malgré son match moyen contre la République tchèque, clôture ce top 10. Donc, sachant que sur les meilleurs buteurs, il reste quasiment plus personne là. Sur tous ceux à 5 et à 4 buts sont éliminés. Donc si tu ne veux pas que ce soit... Alors je sais pas comment ça se décide. Si c'est Ronaldo parce qu'il a plus de passes D, si c'est Schick parce qu'il a plus de buts dans le jeu, si c'est Ronaldo parce qu'il a moins de minutes, si c'est égalité. J'espère que ce sera Schick parce que Ronaldo c'est quand même 3 pénaux, non? Ouais, c'est ça. Mais tous ceux à 4 sont aussi dehors, donc il faudrait genre un Kane qui mette un triplé. Qui mette 3 buts sur les éventuels 2 matchs restants. Pour passer devant, à mon avis, ça va rester à 5. Hein. C'est mon pronostic. Bah là, il reste Kasper Dolberg, Harry Kane et Sterling parmi les candidats qui sont à 3 buts, qui sont encore en lice, sachant qu'ils vont s'éliminer en plus. Donc ça. Et du coup, nouveau quiz pour vous. Oh là là, le nouveau quiz. Allez, on improvise. Voilà, là on a le dernier carré. Qui est le meilleur joueur du tournoi si tel pays gagne? Alors évidemment, il reste 2 matchs, hein. Mais aujourd'hui, quel serait le MVP du tournoi en cas de victoire de l'Italie, de l'Espagne, de l'Angleterre ou du Danemark? Bah l'Italie, j'aurais envie de dire Verratti, mais est-ce qu'il a assez joué? Est-ce qu'il aura assez joué? Bon, s'il fait les 5 matchs quand même. Peut-être Jorginho ou Insigne, parce que Spinazzola aurait pu finalement, mais vu qu'il va pas jouer les 3 derniers. Les 2 derniers. Peut-être Jorginho, c'est vrai je crois que c'est ouais, Jorginho. C'est vrai qu'en 2008, par exemple, l'Espagne, c'est Xavi qui est le meilleur joueur du tournoi. Ça pourrait être dans cette lignée-là un petit peu. Si tu vas en finale, que tu le gagnes et que Verratti fait 2 gros matchs. Oui, bien sûr. S'il fait 2... Il reste 2 matchs. Voilà, c'est ça. Mais la question, c'est à l'instant T, ouais. À l'instant T, ce serait plus... À l'instant précis. Ouais, ce serait plus Jorginho, je pense. Jorginho, ça va être incroyable. Il va gagner la Ligue des Champions, l'Euro, en étant à chaque fois un super joueur, et il va terminer 28e au Ballon d'Or. Et du coup, l'Espagne... Il y avait quand même des spécialistes football diplômés qui nous expliquaient que Jorginho ne pouvait jouer qu'avec Sarri, et que sinon il servait à rien sur un terrain de foot. C'est vrai, et cette personne-là est désormais coach U19. Pensez au monde du foot. Du côté espagnol, Pedri. Oui, Pedri, pas débat. Oui. À 18 ans, ça serait un sacré délire. Angleterre, Sterling, j'imagine. Ouais. Jusque-là, à voir ce qui peut se passer derrière. Sauf si ça continue avec Maguire, mais tu vois. Ouais, voilà. C'était ça que j'avais en tête, pour le coup. Et Danemark, mets-le.
Ouais. Bah ouais. Même si Højbjerg peut, mais Meileux est plus décisif. Comment ça, ouais. Meileux est plus décisif. Moi, ce serait le trio Christensen, Højbjerg et Meileux. C'est vrai que Christensen met aussi un but, au-delà de son apport tactique, mais aussi un but qui te permet indirectement de passer la phase de poule. Donc là, il y a une vraie question pour l'Angleterre aussi. Alors c'est compliqué de séparer les responsabilités, mais Rice et Phillips, les deux, peut-être Phillips légèrement au-dessus. Mais encore une fois, c'est vraiment tellement un binôme que tu peux difficilement en sortir un. Mais pour deux joueurs qui sont qui jouent entre la 6e et la 11e place en championnat, c'est quand même des belles perfs. Et j'ai un nouveau quiz. Oh là là. Si la Turquie avait remporté l'Euro, qui aurait été le meilleur joueur de la compétition? Muldur. Ouais, ils les auraient qualifiés. Ou leur gardien, Sakir. Je vote non philosophiquement parce qu'il met trop souvent le ballon hors champ et c'est très désagréable de pas savoir où il va retomber. Il y a une espèce de suspense nul qui arrive lorsqu'il joue. En plus, les matchs sont filmés de manière très resserrée à cet Euro, donc dans pas mal de stades. D'ailleurs, les demi-finales et la finale à Wembley, ça va être très très agaçant pour le plan caméra. C'est pas faux. Et j'ai un autre quiz. Oh là 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 là! En fait, j'avais pas envie de le faire, folie. mais c'est juste pour voir combien de temps on va continuer et si les gens vont nous insulter demain. Qui est pour vous le favori du Ballon d'Or à l'instant T? Alors, une autre fois, il y a quelqu'un qui avait une suggestion hyper intéressante et je l'ai oublié sur un des joueurs qui était encore en lice. J'ai oublié parce que jusqu'à ce que la Belgique sorte, ça aurait pu être Lukaku. Ou De Bruyne, surtout De Bruyne peut-être pour moi. Ouais, après De Bruyne il joue pas énormément cette saison non plus en club, tu vois. Il y en a un qui est éliminé. Il y en a un qui joue même pas les coupes d'Europe en 2021 et l'autre qui fait finale. Mais moi je suis à deux doigts de me dire que Messi. Bah ça va être lui. Oui, ça va être Messi ou alors s'il y a personne qui sort du lot et là il reste plus que 2 matchs. Pourquoi pas relancer un Kanté où tu vas dire c'est le meilleur joueur de la demi-retour et finale de Ligue des Champions quoi. Bah, c'est ce que on se disait aussi quand on discutait entre nous, c'est que c'est dommage que Lewandowski soit aussi mal entouré, parce que je pense que s'il va en quart de finale par exemple, tu vois, s'il fait un parcours ukrainien ou danois avec la Pologne, s'il avait été danois, il l'attrape, tu vois. Rien que pour la compensation de 2020 où il aurait été largement favori. Mais c'est vrai que c'est une saison difficile là-dessus. Et si l'Argentine par exemple, si l'Argentine se fait sortir en quart de Copa là, ça va être bon. Après Messi marquera encore je sais pas combien de buts. En début de saison prochaine, mais je pense que c'est l'année la plus faible sur ce plan-là, en termes de supériorité individuelle depuis pas mal de temps. Bah, disons que en fait, sur la saison, il n'y a pas de ballon d'or qui sort du lot. À part Marcos Llorente. Par Marcos Llorente, évidemment. Et à chaque fois, quand il n'y en a pas qui sort sur la saison, la première chose qu'on se dit, c'est, ça va se décider, soit à l'Euro, soit à la Copa. Et en fait, le truc, c'est que la Copa a l'air quand même assez spécial en termes de qualité de jeu. Avec Christophe, on en a aperçu des morceaux hier. Très belle séance Pérou-Paraguay au tir au but. Ça avait l'air assez spécial. Et là, sur cet Euro, finalement, il y a pas de joueur qui ressort. D'un côté, on va pas s'en plaindre parce que finalement, les 4 équipes restantes, même si en termes de style, on aimerait plus de l'Angleterre, mais t'as 4 équipes qui sont cohérentes et des collectifs qui sont... Enfin, disons que le dernier carré me plaît un peu plus, je pense, que le dernier carré de la dernière Coupe du Monde. Et de l'Euro 2016. Et de l'Euro 2016, en effet. Donc ça, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai qu'à côté de ça, il n'y a pas forcément d'individualité qui sort vraiment du lot. Alors après, voilà. On arrive sur les 3 derniers matchs du tournoi. Les trois avec les plus gros enjeux, c'est peut-être sur ces 3 matchs-là qu'on va trouver un ballon d'or, hein. Qui sait, on va peut-être trouver quelqu'un d'évident. Mais, autre candidat, tu vois, si l'Angleterre l'emporte, en plus chez elle, et qu'il est bon, par rapport à ses stats en club, même si son club a pas fait une grande saison collectivement, Kane, parce que tu vois, s'il met doublé en demi et un but en finale par exemple, plus ses 23 buts, 14 passes D en championnat, si en plus derrière il va à City par exemple et qu'il claque 15 buts sur la première partie de saison, ça peut être un candidat, mais je le dis sans être séduit par la suggestion. Disons, ça sera étonnant de te dire, ah tiens, ton ballon d'or il a été éliminé par le Dynamo Zagreb après avoir gagné 2 ou 3-0 au match aller en Ligue Europa. Mais oui, je pense que c'est le meilleur buteur, meilleur passeur du championnat. S'il termine meilleur buteur et qui gagne l'Euro, il sera légitime pour au moins les votants qui l'auront vu chaque semaine en Première Ligue, quoi. Parce qu'il faut quand même se souvenir que les votants du Ballon d'Or,
La moitié des sélectionneurs et 95% des joueurs regardent 10 matchs de foot par an. Ouais, mais maintenant que c'est revenu chez France Foot, il y a quand même le poids des journalistes est redevenu plus important. Après, les journalistes, tu les vois tweeter. Alors tous ceux qui tweetent n'ont pas forcément des votes, hein. Mais bon, c'est quand même particulier. On n'a pas du tout de vote. D'ailleurs, je serais bien embêté de savoir pour qui voter. Je pense que si je savais pas, je ferais comme le mec dans Question pour un champion, je dirais tac Alfred juste pour la vanne, parce que le mec sait pas quoi dire, il a pas la réponse. Mais, sinon Thomas Souček, Christophe, pour sa saison folle. Est-ce que c'est pas le moment où on devrait arrêter la partie éditoriale du podcast parce qu'on est en train de dire n'importe quoi? Peut-être. Thomas Souček qui avait une très belle dégaine avec son bandeau ensanglanté là. 2 bandeaux chez les Tchèques. Oui, à la fin, Boril aussi qui en prend un, je crois. Ça correspond à leur style de jeu quand même. Il y a une certaine cohérence. Ouais, c'est vrai. Mais faudrait faire un top des joueurs qui sont le plus charismatiques et le moins charismatique avec un bandeau. Très clairement, Souček, lui, ça l'avantage pas. Je pense que par exemple, Souček porte moins bien le bandana qu'Arnaud Clément. Et que Florent Tonucci d'ailleurs. Merci. Mais je te dis, le joueur le moins charismatique avec un bandeau, c'est l'ancien Rennais que je cite 6 fois par an, c'est Pedro Henrique, qui je pense a le ratio bandeau match de Ligue 1 le plus élevé de l'histoire, et qui en plus avait aucune dégaine quand il l'avait, parce qu'il avait une tête assez allongée. Chiellini marque des points en général. Mais Chiellini, il a déjà même quand il a pas de bandeau, t'as l'impression qu'il a un bandeau, Chiellini. C'est très particulier, son style de jeu. Bon, je pense qu'on a fini sur ce plan-là. Ça commence à ressembler à une fac, cette histoire. Donc on va passer au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris qui ont été plutôt satisfaisants pour vous deux, messieurs. Vous avez chacun 1 sur 2 lors des paris de la veille, sachant que c'était des cotes supérieures à 2, du coup vous êtes vainqueur. Et comment vous allez enchaîner, Flo? Tu peux aussi rappeler tes paris si tu le veux. Tu as des paris, comme depuis récemment, sur la première demi-finale et sur ce qui se passe aussi du côté de la Copa América. Ouais, les 2 premières demi-finales en fait, donc Italie-Espagne, donc c'est mardi soir, et demi-finale entre le Brésil et le Pérou, qui se sont qualifiés, à l'heure où on enregistre hier, dans la nuit de vendredi à samedi, le Brésil face au Chili. Donc en gagnant en deuxième mi-temps, malgré le fait d'avoir été réduit à 10 sur un merveilleux, je saurais même pas dire, coup de pied aérien de Gabriel Jesus sur je ne sais plus qui. Mais bref, les Brésiliens ont un petit peu souffert, mais sont passés. Ils m'ont permis d'ailleurs de passer un pari. Donc demi-finale Brésil-Pérou, et le Pérou donc a sorti le Paraguay au terme d'un match exceptionnel où André Carrillo n'a pas marqué, mais a fait 2 passes décisives avant de se faire expulser. Donc 3 partout entre les 2 équipes, mais le Brésil et le Pérou sont 2 équipes qui s'étaient déjà retrouvées lors du premier tour, lors de l'interminable phase de poule pour éliminer 2 adversaires. Et donc le Brésil s'était imposé 4-0. Donc sans avoir vu beaucoup de matchs, je pars dans l'idée que le match n'est pas si vieux et que le Brésil est capable de faire aussi bien en fait face au Pérou en demi-finale. Alors pas forcément 4-0, mais au moins de gagner les 2 mi-temps. Donc voilà, je pars sur le Brésil qui remporte les 2 mi-temps face au Pérou, et c'est coté à 2,45. On notera aussi sur la séance de tir au but Pérou-Paraguay un Eduardo Berizzo en déglingue complète suite aux tentatives de ses joueurs. Il était vraiment désespéré par certains tirs, que c'était une séance de qualité similaire à celle des Suisses contre l'Espagne, on peut dire, Flo. C'était très inégal sur le plan technique. Oui, en fait, il s'est effondré petit à petit. Il était très bien installé dans son fauteuil au début, et puis il tombait petit à petit vers le fond de son fauteuil et le sol même. Oui. On est quand même sur une séance où je sais plus qui, mais son tir est repoussé, et du coup d'énervement, il met une énorme frappe à 2 mètres du but et il la renvoie sur la barre. Oui. Et là, c'est quand même le signe. Déjà, Junior Alonso capitaine, c'est le signe que tu vas peut-être dans le mur. Et là, c'est le signe que ça n'allait pas. Alors, entre ça et les drops, les frappes qui passaient 4 mètres au-dessus, on a bien rigolé, en tout cas, en se faisant cette séance. Et ces courses d'élan aussi, oui, une course d'élan, une espèce de course d'élan parabolique. Il y en a un qui prend 15 mètres d'élan, où Florent nous dit, il prend beaucoup d'élan. Et puis, il était en différé, donc on savait, nous, qu'il allait taper un drop, et Florent le savait pas du tout. Mon préféré, c'est le mec qui court comme les ninjas dans Naruto, avec les bras le long du corps qui bougent vraiment vers l'avant et vers l'arrière. Évidemment, son tir au but est raté. C'était en faisant une course aussi un peu arrondie, mais trop arrondie en fait. C'était un peu bordélique.
Enfin, c'était un grand moment cette séance de tir au but de la Copa América. Ton autre pari, Flo, c'est sur Italie-Espagne. Tu vas nous expliquer pourquoi l'Italie va remporter la deuxième période. Oui, simplement en prenant les précédents matchs de l'Espagne face à la Croatie et face à la Suisse, où ils se sont retrouvés quand même assez généralement en difficulté dans les deuxièmes mi-temps. Donc je sais pas, j'ai vraiment du mal à savoir et à anticiper ce qui peut se passer sur ce match, qui va avoir la balle, qui va avoir les occasions, qui va peut-être contre-attaquer. Que je pars sur ce qu'a montré l'Espagne sur les dernières rencontres, et c'est quelque chose qui s'est répété. Même face à la Suède, ils ont concédé, si on se rappelle, en deuxième mi-temps. Face à la Pologne, je crois aussi que Lewandowski égalise en deuxième mi-temps, même si j'ai un doute en disant ça, mais il me semble. Donc des Espagnols qui généralement en deuxième mi-temps sont moins souverains, donc je pars sur l'idée que l'Italie remporte la deuxième mi-temps sans être persuadé qu'elle va forcément gagner le match. Et du coup la cote est à 2,50 il me semble. Je suis en train de vérifier ça, Flo, c'est 2,50, c'est ça. Christophe, est-ce que tu es prêt à parler de tes paris? Oui, je suis un petit peu déçu parce que t'as pas fait le lancement habituel de m'interroger sur le même match que Florent. À la place, oui. Tu étais occupé à me montrer des images rigolotes d'affiches de candidature aux élections à la caméra, donc c'était un petit peu perturbant. Du maire de Clichy, à vrai dire, Monsieur Museau, s'est appelé la Muse, que je croise régulièrement avec son chien, et dont le remplaçant, je te le dis, son adjoint, s'appelle Patrice Pinard. Voilà. Est-ce que tu préfères t'appeler Museau ou Gron? Alors, mon premier pari, Italie-Espagne, quelle équipe va marquer dans les demi-temps? Je parie que ça sera l'Italie à 3,80. Dans tous les cas, je cherchais un pari concernant la relative efficacité, voire l'efficacité italienne offensivement, mais surtout l'inefficacité espagnole défensivement. Je pense que dans tous les cas, il y aura des buts dans ce match, parce que même si elle essaye, l'Espagne n'arrive pas à défendre. On l'a vu notamment face à la Croatie, où elle avait quand même un avantage à protéger et tout intérêt à vraiment resserrer les rangs. Elle est incapable de le faire. Donc vraiment, pour moi, l'incertitude, si l'Italie joue à son niveau, dans tous les cas, elle marquera. Après, le problème, ça serait de marquer 2 buts en première période et aucun en seconde. Mais à ce moment-là, l'Espagne devrait se livrer. Et du coup, potentiellement, il y a un 3-0 qui pourrait tomber avec les remplaçants italiens. Je trouve que 3,80, c'est quand même une assez belle cote pour une équipe espagnole qui, encore une fois, c'est pas du tout garanti que si l'Italie marque 2 fois, ça soit une fois à la 14e et une fois à la 60e. Mais je pense quand même que c'est miser contre la défense espagnole est un truc intéressant, même si j'ai beaucoup de mal à me projeter sur qui aura la balle dans ce match-là. Je pense que c'est finalement un truc assez rare où les deux formations voudront avoir le contrôle du ballon. Donc l'Italie, je pense, sera obligée de le laisser un moment. Elle sera capable de vivre sans, je pense. Dans quelle mesure, je sais pas. Mais je pense quand même qu'il y aura matière à avoir des occasions intéressantes. Donc voilà, j'espère prendre autant de plaisir qu'en voyant Florent avec ses lunettes de soleil et son bandana. Son bandana ours. Ou non, chien, c'est son bandana chien. Oui, c'est un ours. Non, c'est un ours, d'accord. Ah non, je ne sais même plus en fait. Tu l'as sur la tête, donc tu peux regarder. Oui, je sais, mais je le vois mal. Voilà. L'Italie dans les demi-temps, 3,80. Si ça passe, c'est incroyable. Tu veux enchaîner, Christophe ? Non, je veux qu'on arrête le podcast. Oui, mon deuxième pari, c'est Brésil-Pérou. C'est un pari où Florent était très déçu parce que sans se consulter, on était donc tous les deux à chercher de notre côté. Ouais. Et puis je lui dis, tiens, j'ai envoyé mes paris sur la conversation. Puis il me dit, tiens, pour information, quel était ce pari ? Je l'ai donné. Et il m'a dit, oh mince, c'est celui que je voulais donner. En des termes un petit peu plus triviaux. Le pari, c'est qu'un penalty sera marqué. C'est à 3-10. Je savais pas trop sur quoi partir. Donc on a vu la séance de tir au but côté péruvien, ça incite pas non plus à l'optimisme pour que si le Pérou obtient un penalty qu'il soit marqué, parce que c'est quand même une double variable, il faut qu'il soit sifflé pour l'une des deux équipes et qu'il soit marqué. Maintenant je pense que j'ai pas vu le match, on a pris ça vraiment sur la toute fin. Malgré tout, il y a eu 3 buts encaissés par les Péruviens, donc j'imagine que c'est pas la défense la plus... Il y a beaucoup de choses où j'imagine, où c'est un peu des projections, mais que c'est pas la défense la plus solide du monde, avec en plus ce que Flo disait sur les performances en poule. Et de l'autre côté, le Brésil, moi je trouve le match plutôt intéressant, un peu foufou, parfois un peu bête, le match face au Chili. C'est-à-dire parfois ça n'avait pas grande structure, pas grand sens. À partir du moment où le Chili fait quand même rentrer un espèce de semi-naturalisé qui joue à Blackburn et que ce mec-là met la panique un peu dans la défense brésilienne.
Ça rassure à moitié sur le niveau de l'équipe brésilienne, mais beaucoup d'occasions, beaucoup d'incursions dans la surface adverse. Voilà, 3-10, c'est peut-être pas la plus grosse cote, mais je pense qu'il y aura du temps, il y aura beaucoup d'attaques des deux côtés, et surtout du côté brésilien sur le but péruvien. Donc qu'il y a un moment un mec qui soit fauché, que ça donne péno, vu que si Neymar le tire, généralement ça fait but. Bon, de toute façon, toutes les cotes étaient très basses, hein. La moitié des buteurs brésiliens, c'était pas du tout rentable. Donc 3-10 sur un penalty, vu qu'en plus ça les siffle facilement qu'il y a quelques années. Allons-y mes amis. Et merci Christophe, on va pouvoir se quitter là-dessus. On se retrouve mardi soir, dans la nuit de mardi à mercredi, pour commencer. Alors ça commence par quelle demi-finale? Italie-Espagne? C'est pour ça qu'on a parié sur ce match-là, du coup, pour parier sur l'autre match dans l'épisode. Ouais, mais j'écoutais pas Christophe parce que j'étais occupé à montrer des trucs idiots à la caméra. Donc je pouvais pas faire les deux en même temps. Et maintenant je vois que t'es parti pour passer une belle soirée avec ta casquette sur le côté. C'est magnifique. Il y a un replay de Fort Boyard à regarder maintenant. Ah, c'est vrai, en espérant qu'il y ait des performances un peu plus positives que celles de Miss France la semaine dernière. C'était cataclysmique. Qui a rendu un bel hommage. Joyce Jonathan. Bel hommage à Joyce Jonathan. Je l'avais senti, Christophe. Est-ce qu'on peut dire quand même que j'ai un nez? Alors j'ai un nez, déjà ça se voit. Mais j'ai un nez pour les performances dans Fort Boyard. C'est vrai. Non, tu ferais un vrai scout Fort Boyard. C'est-à-dire que t'as Bielsa qui regarde les quiz de Pochettino quand il est ado pour lui dire qu'il fera carrière et le prendre. Toi, tu peux voir la dégaine des gens et sentir s'ils seront bons ou pas dans les épreuves. Je pense que t'es la deuxième personne la plus investie dans Fort Boyard, ne travaillant pas dans l'émission derrière Bruno Guillon, qui participe tous les ans depuis 10 ans. Qui, à mon avis, Bruno Guillon a sa chambre et un forfait annuel, parce que c'est pas possible, le gars est très bon esprit d'ailleurs. Et c'est toujours lui qui tombe sur les candidats les plus incompétents de l'histoire de l'émission. Ça doit lui faire un peu mal. Il était déjà pour l'ami de Joyce. On revient mardi. Peut-être qu'on débriefera aussi cet épisode de Fort Boyard. On ne sait jamais dans Vue du Banc. Ciao. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.